TV, Ivoire TV. Dans son discours de Nouvel An, le dirigeant ivoirien Alassane Ouattara a annoncé des mesures de décrispation, notamment la libération programmée de 2000 prisonniers politiques condamnés pour des infractions mineures. Une annonce qui intervient dans un contexte de reprise du dialogue politique en vue de l'organisation des élections législatives dans le premier trimestre de l'année 2021. Quelles conséquences de cette annonce sur la réconciliation nationale? Comment s'annonce la suite des négociations entre les différentes parties prenantes à la crise? Analyse avec Honora Deyedagne, ancien directeur général du quotidien Fraternité Matin. Monsieur Honora Deyedagne, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir également à vous, chers internautes. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs pour cette année 2021. On espère tous qu'elle nous apportera beaucoup plus de bonheur que l'année précédente. Alors tout de suite, Honora Deyedagne, vous avez suivi donc le discours d'Alassane Ouattara ce 31 décembre. Quelle lecture faites-vous de son intervention? Alors, ce que j'ai pu comprendre, c'est que Alassane Ouattara n'a pas changé de cap. Il est toujours droit dans ses bottes, alors que le contexte sociopolitique exige un nouveau départ, exige un nouveau une autre façon de faire la politique face à ses opposants. Et les attentes des Ivoiriens sont tellement grandes en cette année 2021 c'est un temps historique important pour que nous puissions engager le pays dans la voie de la cohésion sociale très forte. D'accord. En attendant d'évoluer justement, si vous pouvez peut-être recadrer quelque peu votre image, voilà justement. D'accord. Alors on évolue. Alors justement, récemment, donc à la veille du réveillon de cette nouvelle année, il y a le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, qui a été relâché, qui a été libéré après 7 semaines d'emprisonnement pour son implication justement dans la création du conseil de transition mis en place par les dirigeants de l'opposition à la suite de l'élection controversée du 31 octobre dernier. Est-ce que vous pensez que justement c'est un signal fort qu'a tenté d'envoyer Alassane Ouattara, non seulement à son opposition, mais au-delà à la communauté internationale? Bon, je pense que cela fait partie du jeu politique qui se joue aujourd'hui entre l'opposition et le gouvernement, mais ce n'est pas un geste assez fort pour nous indiquer que nous sommes sur la bonne voie. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que mettre la prison au cœur du système politique ivoirien, ce n'est pas la bonne manière de réconcilier les points de vue divergents. Je crois qu'il faut faire l'effort d'être attentif à ce que le peuple ivoirien attend du plus profond de lui-même. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question quant à notre absolu collectif. Qu'est-ce que nous voulons? Et par rapport à cela, indiquer un cap. Et ce cap-là doit nous conduire vers une stabilité politique durable. D'accord. Dans le même temps, le gouvernement considère ce geste d'Alassane Ouattara comme un signe d'apaisement, une volonté d'apaisement manifestée par celui qui est aujourd'hui de fait le chef de l'État, puisqu'ayant été reconduit, même si dans un contexte assez rocambolesque, mais tout de même ayant été reconduit, et qui
tiennent toujours les rênes du pouvoir. Alors on estime généralement, dans son camp en tout cas, que c'est un geste d'apaisement envers l'opposition et que les autres mesures qui pourraient suivre dans le sens peut-être de la libération d'autres opposants pourraient donc confirmer cette volonté. Est-ce que vous pensez que justement la prison, comme vous le disiez, comme vous le releviez à l'instant, a été ou bien reste pour le pouvoir en place une sorte de moyen de pression dans les négociations avec l'opposition? Mais bien sûr que oui, depuis que Alassane est arrivé au pouvoir, le seul mot qu'il connaît, c'est la prison, c'est la justice, c'est les rapports de force. On fait la politique pour quelqu'un qui se réclame de l'oufouettisme. On ne fait pas la politique en jouant sur les rapports de force uniquement. Voilà. Je pense qu'il y a un moment où il faut bien s'asseoir pour engager un dialogue national, un dialogue politique national inclusif de façon sérieuse et avec conviction. Vous savez, on utilise le langage politique d'hier, c'est-à-dire le dialogue politique, le dialogue, mais quand Houphouët pratiquait ce dialogue-là, il le faisait dans le cadre du parti unique. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre qui a évolué. Nous sommes avec une génération d'Ivoiriens qui est très jeune, très évoluée. Donc, on ne peut pas faire le dialogue politique comme Houphouët le faisait. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut trouver une autre manière de faire la politique dans notre pays. Et très vite, nous serons sur une trajectoire qui nous conduit inéluctablement vers la stabilité politique. C'est-à-dire, nous devons mettre en parenthèse tout ce qui peut gêner le développement de la démocratie, l'ancrage de la démocratie dans notre culture politique, dans notre façon de faire la politique, et aller très vite, je dirais, de l'autre côté de la rive pour se retrouver, pour penser le développement durable. Et pour penser le développement durable, il faut que nous soyons d'accord sur notre absolu collectif, c'est-à-dire sur un consensus national fort. Et ce consensus national fort-là, c'est à la quête de ce consensus-là que nous nous trouvons. Nous nous trouvons à un carrefour politique, à un temps historique où nous devons nécessairement retrouver ce consensus politique national. D'accord. Alors là, vous pensez que la Côte d'Ivoire est en train finalement de tomber dans une sorte de régression sur le plan démocratique? Mais évidemment, ce que nous avons vécu depuis ces 20 dernières années, depuis le départ, la mort d'Houphouët jusqu'à aujourd'hui, c'est de régression démocratique en régression politique et nous n'évoluons pas. N'oubliez pas que nous sommes passés par 3000 morts. Si c'était des avancées démocratiques, croyez-moi, il n'y aurait pas eu autant de morts. Et les élections récentes, c'est 85 morts pour de simples élections. Donc, cela montre bien qu'il y a une tension, une atmosphère délétère qui fait que ce pays-là tourne en rond. Et ce pays tourne en rond parce que les acteurs décisifs qui font la politique ne veulent pas de la démocratie. Voilà. Ce qui les intéresse, c'est avoir le pouvoir, jouir du pouvoir avec leur clan et on avance. Mais ce n'est pas de cette façon qu'on développe un pays. D'accord. Mais justement, avant de progresser dans le débat, je voudrais quand même que vous nous donniez votre point de vue sur cette question, à savoir le fond du problème aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire, contrairement à certains des pays environnants, on n'arrive toujours pas à trouver la formule idoine de pouvoir surmonter toutes ces dissensions politiques? Je veux dire, à chaque élection présidentielle où il y a une forte concurrence de poids lourds, il y a des dérapages, il y a de la tension, il y a des violences difficilement contenables. Qu'est-ce qui fait que la classe politique ivoirienne n'arrive pas justement à surmonter cela? Mais c'est une question de stratégie politique.
Je pense que, ça c'est mon point de vue, l'actuel président a compris que la meilleure formule pour régner, c'est de diviser. Et vous avez bien compris comment tous les partis qui existent ont été cassés. Tous les partis traditionnels, que ce soit le PDCI, que ce soit le FPI, que ce soit des partis marginaux comme un leader ou le parti d'Anaki Kobena, tous ces partis-là, on a joué sur le bicéphalisme. Ce n'est pas en cassant les partis de l'opposition qu'on rassemble autour d'un consensus national. Vous voyez, donc pour moi, cela relève seulement d'une stratégie, c'est de diviser pour régner. Et comme ça marche, alors on perpétue cette stratégie-là. Il va sans dire qu'il a pour lui la force, la puissance publique, il a les ressources administratives et il en abuse autant qu'il peut pour continuer son règne. D'accord. Alors, justement, il a parlé de la libération possible ou bien prévue de 2000 prisonniers, parmi lesquels l'on pourrait ou l'on s'attend bien sûr à trouver des prisonniers issus des récentes manifestations anti-troisième mandat. Est-ce que selon vous, ce geste en cas de matérialisation peut contribuer à renforcer la confiance entre les Ivoiriens? D'abord, moi, je n'interprète pas la libération des 2000 prisonniers comme vous le faites, parce que je n'ai pas, en aucun moment, je n'ai pas entendu le président parler de libération des prisonniers politiques, parce qu'il a parlé des prisonniers, je crois, de droit commun, hein, des gens qui ont fait des délits mineurs, mais ce ne sont pas des délits politiques. Voilà. Or, les prisonniers qui, aujourd'hui, depuis 10 ans, sont en prison, si c'était des délits mineurs, ils auraient été libérés depuis longtemps. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas de ceux-là qu'il s'agit. Voilà. Les militaires, les jeunes, Madame Balé et autres, ce n'est pas de ceux-là qu'il s'agit. Ceux-là, je crois que... Des manifestants. Des manifestants mais il ne parle pas de ces manifestants-là. Il aurait pu avoir un discours de clarté, parce que c'est ce qu'on attend de lui, un discours de clarté, un discours d'adhésion, en disant, voilà, pendant les élections qui viennent de se dérouler, il y a eu tel nombre de manifestants qui ont été emprisonnés, ils seront libérés. Ça, c'est un discours de clarté. Or, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a dit, comme chaque année d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le chef de l'État libère 2000 prisonniers. Chaque année, c'est un geste qui est fait, d'abord pour désemplir nos prisons avec la COVID. Vous savez bien que nos prisons sont en sureffectif. Donc, c'est une façon aussi de libérer un peu de l'espace dans nos prisons. Donc, ça, c'est un geste ordinaire. Voilà. Mais le geste politique qu'on attend de lui, le geste qu'on attend de lui, c'est de libérer les prisonniers politiques, de laisser ceux qui sont en exil entrer. Les deux exilés les plus emblématiques, c'est Blé Goudé et l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. Donc, je pense que c'est sur ces points-là que... Vous me suivez? Oui, vous dites? Oh non, je disais également Guillaume Soro, entre autres prisonniers emblématiques qui sont Guillaume Soro, voilà. Oui, Guillaume Soro fait partie de ces prisonniers en exil, ces prisonniers emblématiques en exil, qui doivent rentrer pour se retrouver autour d'une table de négociation afin de sortir le pays de la crise politique, de la longue crise politique que nous connaissons depuis le décès d'Houphouët-Boigny. Parce que la crise politique ne date pas de maintenant. Voilà. Elle date depuis la mort d'Houphouët-Boigny. Le reste, c'est des péripéties. Malheureusement, des péripéties sanglantes. D'accord. Alors, selon vous, quelle peut être aujourd'hui la meilleure posture pour l'opposition, c'est-à-dire accepter de facto qu'Alassane Ouattara repart pour un troisième mandat, pour un troisième quinquennat,
et s'inscrit dans le jeu politique, bien sûr en sacrifiant toutes ces personnes qui sont tombées sur le cours du chemin dans le combat justement pour contester la légalité et la légitimité de ce nouveau mandat, ou bien de continuer dans la désobéissance civile comme certains le préconisent, nous dirons, pour honorer la mémoire de nos disparus, il faudrait continuer donc à dire non et à contester donc la légalité de la Ouattara à la tête du pays. Alors, je crois que aujourd'hui le débat n'est plus à contester le fait que Alassane est le président de la Côte d'Ivoire. Quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été élu, il est le président de la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que Gbagbo, en son temps, ait été bien élu de façon meilleure que Alassane. Voilà. Donc, on tourne en rond en matière d'élection en Côte d'Ivoire et ça, c'est le même scénario qui se reproduit. Aujourd'hui, la question, c'est comment on fait pour en sortir. C'est ça la vraie question. Comment on fait pour sortir de ces péripéties sanglantes qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire et qui font que nous sommes un Inde démocratique alors que nous prétendons être une puissance économique sous-régionale. Voilà. Donc, il faut sortir, il faut cesser d'être un Inde démocratique pour être un géant démocratique et cela passe nécessairement par une vision d'ensemble de ce que j'appelle l'absolu collectif des Ivoiriens. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que veulent les Ivoiriens, ils veulent le développement, mais le développement durable, et cela passe par une stabilité politique durable. Voilà. Voilà les deux choses qui sont les deux contraintes qui s'imposent au président actuel et auquel il faut souscrire pour pouvoir avancer. D'accord. Alors là, une partie de la population ivoirienne est favorable à l'ancien président Laurent Gbagbo, attend son retour depuis maintenant plusieurs mois. On a annoncé il y a cela donc quelques mois la délivrance de ses passeports après donc sa relaxation par la Cour pénale internationale en fin mai dernier. Et jusqu'à présent, ce retour se fait attendre. Les conditions ne semblent toujours pas réunies pour un retour dit sécurisé de l'ex-président. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que l'on est en train d'assister, sans le dire ouvertement, subtilement, à un chantage politique? Mais il est clair qu'il n'est pas de l'intérêt de l'actuel pouvoir de voir Gbagbo rentrer, par exemple, avant les législatives. Voilà, avant les législatives, c'est pas dans leur intérêt. Vous savez que le président actuel n'est fort que quand ses opposants sont en prison. Voilà. Ou quand ils cassent leur parti. Hein, ils créent le bicéphalisme à la tête de ces différents partis. Ils ne se sentent forts pas dans l'adversité, je dirais, sincère, qui honore quelqu'un qui veut montrer qu'il a du leadership, qu'il est l'homme de la situation, mais c'est en utilisant des moyens pour abuser des ressources de l'État ou faire intervenir la France. Vous voyez, tout ça, ça participe d'un scénario de quelqu'un qui n'a pas la force de ses convictions et qui refuse d'affronter l'opposition dans un, je dirais pas dans une guerre loyale, mais dans des élections claires, transparentes, voilà, en créant les conditions qui participent d'atteindre cet objectif-là. On pourrait en dire autant, hein, que les partisans de l'actuel président pourraient vous dire autant pour Laurent Gbagbo, pour Nicolas Bédier, en vous ressortant justement des faits passés dans lesquels ces derniers n'ont pas forcément créé le cadre nécessaire pour une participation
Alors, mais justement ça, consensuel différentes élections. mais ça, je l'ai déjà dit. J'ai dit depuis la mort d'Oufoué, nous sommes en crise. Voilà, la crise n'a pas commencé avec Alassane Ouattara depuis 2010 ou 2011. Alassane Ouattara au pouvoir. La crise a commencé avec Bédié, par l'exclusion, avec Gueye d'abord par l'exclusion des uns et des autres, mais avec Bédié auparavant. Voilà, Bédié a pris le pouvoir, cela s'est traduit par l'exclusion. Et on a continué comme ça, le coup d'État est arrivé, Gueye a continué par l'exclusion, Gbagbo est venu au pouvoir, il a surfé sur le même schéma et on en est là. Voilà. Et quand on est arrivé au bout de 10 ans à des élections qui devaient être les plus démocratiques qui soient dans ce pays, ça s'est terminé par une crise post-électorale avec 3000 morts. Vous voyez bien que la volonté des uns et des autres de transcender leur envie d'être au pouvoir au forceps, cette volonté-là habite la classe politique ivoirienne, quel que soit le parti politique qui est au pouvoir. D'accord. Alors aujourd'hui, on entre en 2021 dans un climat qui n'est pas du tout rasséréné. Récemment, le gouvernement évoquait des tentatives de coup d'État. Le commandant de la gendarmerie, le général Apollo Touré, parlait également de tentatives d'assassinat du chef de l'État, Alassane Ouattara. Est-ce que vous pensez que l'on serait en droit aujourd'hui de craindre une explosion de la situation? On a eu le 30 décembre dernier 2 attaques dans différentes parties du pays, dans des pays non identifiés jusqu'à présent. Est-ce que la Côte d'Ivoire est en train de surfer sur les vagues très dangereuses? Écoutez, tel qu'on est parti, si on ne change pas de cap, si on ne change pas de direction, si on ne change pas la manière de faire la politique, il est clair que nous allons vers d'année en année vers le chaos. Voilà. Il faut bien regarder la situation politique ivoirienne. C'est une paix imposée. Voilà. Nous vivons dans un climat de paix, je dirais, fragile, hein, mais on fait croire que nous sommes en paix par les armes, par la prison, en cassant les partis politiques, en envoyant les autres dirigeants en exil. C'est pas ça. C'est pas avec ça que les autres pays se sont construits ou sont en train de se construire. L'exemple du Ghana est là, l'exemple du Niger est là, c'est encore récent. Ils vont à un deuxième tour, le président a refusé de se représenter pour la 3e fois. L'exemple du Burkina est là, l'exemple du Mali. Tous ces facteurs-là, tous ces pays environnants-là sont là pour nous montrer que si on veut passer de l'autre côté de la rive, il faut des efforts exceptionnels au niveau de chaque acteurs du jeu politique. Il faut qu'ils travaillent sur eux-mêmes pour s'affranchir de leur tendance autocratique et de leur volonté de refuser des élections claires et transparentes. D'accord. Mais je pense qu'on vous aura compris, M. Honorable Gagne. Ce que vous relevez, justement, cela relève d'une préoccupation un peu plus générale. Là, les Ivoiriens abordent 2021 pour la plupart avec beaucoup de crainte. Est-ce que vous pensez très sincèrement, en tant qu'analyste politique, je rappelle que vous avez été quand même patron pendant plusieurs années du quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Alors, est-ce que vous pensez que l'on pourrait éventuellement déboucher sur un consensus en observant justement l'évolution des actes et des principaux acteurs politiques en présence? Je pense que nous n'avons pas le choix. Le consensus s'impose à nous, c'est un impératif historique, mais aussi c'est un impératif catégorique. Voilà, le consensus s'impose à nous. C'est le prix à payer pour rassembler la Côte d'Ivoire autour des valeurs et principes de la démocratie
et pour se laisser gouverner par, je dirais, la gouvernance démocratique. Il faut qu'on avance. On ne peut pas aller de régression en régression. On ne développe pas un pays dans l'instabilité chronique. Voilà. Donc, le consensus est un impératif politique aujourd'hui, plus que hier. Parce que Alassane a fait ses 2 mandats, il s'en est imposé un 3e. Ça lui laisse, il a l'expérience des hommes, il connaît mieux la Côte d'Ivoire. Je pense que ça fait à peu près plus de 20 ans qu'il est sur la scène politique ivoirienne. Donc, je crois que, vu son âge, vu son expérience politique, il doit prendre le recul nécessaire pour donner une chance à la Côte d'Ivoire d'entrer dans les grandes nations, dans la sphère des grandes nations démocratiques. D'accord. Merci bien à vous, M. Beyegan. Nous permettre de dire certainement un dernier mot à nos internautes relativement justement à tout ce que vous observez en tant qu'analyste politique, je rappelle. Un dernier mot peut-être. Non, moi je crois que les Ivoiriens doivent prendre leur destin en main. Ils doivent être aussi exigeants qu'ils peuvent vis-à-vis de leurs acteurs politiques, quel que soit le camp. Voilà, quel que soit le camp. Aucun de ces camps ou de ces clans n'ont montré l'exemplarité. Donc, on ne peut pas mettre tout sur le dos d'Alassane Ouattara. Ce qui fait que chaque camp doit se dépasser, être à la hauteur du destin de la Côte d'Ivoire. Et ça dépend des Ivoiriens. Si chaque Ivoirien est exigeant vis-à-vis de son leader, ils comprendront tous que ce que la Côte d'Ivoire attend d'eux, c'est qu'on aille le plus loin possible dans l'ancrage démocratique, dans le développement, dans la stabilité politique durable et dans le développement durable. Merci bien à vous, M. Beyegan. Je rappelle que vous étiez donc l'invité d'Ivoire TV.net pour cet entretien sur le discours analyse, justement, du discours du président Alassane Ouattara pour le nouvel an 2021. Merci d'avoir été là. Merci également à vos chers internautes de nous avoir suivis et puis, une fois de plus, recevez nos meilleurs vœux et que nous puissions poursuivre donc l'année 2021 ensemble, toujours à l'affût de l'actualité politique ivoirienne, en espérant, et bien sûr, tabler sur des sujets meilleurs et plus optimistes pour les mois à venir. On va se dire au revoir et à bientôt. Au revoir, merci. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.